Gestion immobilière Faleschini-Mercier, entreprise d'investissement et de gestion immobilière bien établie à Québec et Lévis, est en pleine croissance. Nous gérons près de 2000 logements et poursuivons notre développement pour assurer un service durable et de qualité. Nous sommes à la recherche de gestionnaires immobiliers, d'agents de location et d'adjoints administratifs motivés. Joyeux une équipe solide, humaine et ambitieuse. Faites carrière avec Gestion immobilière Faleschini-Mercier dès maintenant en appliquant au 418-658-0404 ou au groupe mercini.com. Bienvenue au Proprio Podcast, le rendez-vous des passionnés d'immobilier multirésidentiel et commercial où on dit les vraies affaires. Des chroniqueurs, des invités, des discussions franches, nos opinions sans filtre. Pour les investisseurs, développeurs, promoteurs et proprios engagés. Animé par Michael Faleschini et Karine Mercier. Le Proprio Podcast où l'on parle immobilier. Salut tout le monde, alors bienvenue à un nouvel épisode du Proprio Podcast. Après une petite pause, on revient en force, notamment avec une nouvelle co-animatrice qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être un petit podcast qu'on va parler évidemment de financement pour présenter notre nouvelle co-animatrice qui est Roxane Bédard. Salut Roxane. Salut. Yes, bien écoute, merci beaucoup d'avoir accepté le poste ou la fonction, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais écoute, dans le fond, tu vas reprendre un petit peu avec moi les rênes du podcast, puis parce qu'on avait fait une petite pause, puis on va revenir en force. Donc, écoute, je te remercie beaucoup. Bien, je suis honorée d'être là. Puis, je suis super contente de la belle offre que j'ai eue, puis bien contente de venir co-animer ça avec toi. Tu as négocié, serré ton contrat, mais finalement, on s'est entendu. Puis, tu es une habituée aussi quand même avec le radar immobilier. Tu fais aussi tu as fait plein de vidéos, de podcasts avec PMML, tout ça, fait que tu es quand même une habituée du micro, là, tu sais. Bien, j'aime ça. Puis là, dans ces chaussures-là, en pouvant inviter des tierces parties, je trouve ça super le fun. Absolument, absolument. Fait qu'écoute, je pense que la plupart de nos auditeurs vont te connaître déjà, mais tu peux-tu quand même un peu nous parce que là, ça fait quand même plusieurs années que tu es en immobilier, peux-tu nous parler un petit peu là, de ton parcours, ça commence où tout ça, l'immobilier? Oui, absolument. J'ai commencé, moi, j'étais au cégep, j'ai fait du financement hypothécaire résidentiel à ce moment-là. Sur une courte période, par exemple, j'ai fait du financement pendant 1 an, puis après ça, je suis partie à l'étranger, raison familiale. Puis la pandémie m'a ramené au Québec, mars 2020, les Canadiens revenaient au pays. Mm-hmm. Puis j'ai toujours été très intéressée par l'immobilier, surtout au niveau des maisons, tu sais, tout ce qui est à vendre dans un périmètre de 50 km de chez nous. Je pense que j'ai déjà voulu être courtière immobilière, j'imagine. Non, pas du tout. Okay. Non, pas du tout. C'était plus le côté, la brique qui m'intéressait finalement, là, que le côté vente de ce niveau-là. Puis pandémie, rien à faire. J'ai fait une formation en immobilier, puis j'ai vraiment découvert que c'était plus une passion que je le pensais. Puis moi, passion rime pas avec passe-temps, là, rime avec on le fait ou on le fait, finalement. Puis c'est là que j'ai acheté mon premier immeuble. Puis, à Loretteville, c'est ça? Oui, à Loretteville, le 5 logements. J'ai eu des lettres de Faleschini-Mercier pour l'acheter. On en envoie tout le monde. Là, fait que... Mais c'est ça, j'ai acheté un 5 logements. Puis, pendant le processus de financement, je l'ai financé avec un courtier de PMML que je connaissais. Puis... Mais à ce moment-là, tu étais déjà courtière dans le résidentiel ou pas du tout? Okay. Non, j'avais pris une pause immobilière de 11 ans. OK. Puis, j'ai finalement décidé que, tu sais, eux, c'était pandémie. Il y avait de la job comme c'était pas possible. Moi, c'était pandémie, fait que j'avais pas grand-chose à faire. J'ai acheté un 5 logements, puis j'avais comme pas d'autres projets à ce moment-là. Fait que j'ai dit, bon, ben je retourne dans l'hypothécaire. Je retourne dans l'hypothécaire avec quelque chose qui me passionne, vraiment au niveau plus immobilier, commercial, travailler avec des investisseurs, vraiment, tu sais, voir des beaux projets passer, puis être dans l'action tout le temps. Puis sentir aussi que tu grandis avec les gens parce que c'est ça qui m'a attiré vers le commercial principalement. Mais là, c'est en faisant ta transaction que tu as vu comment ils travaillaient PMML, tout ça. C'est là que tu as eu. C'est là ou c'est nulle part ailleurs. Fait que j'ai fait mon cours de courtier pendant le temps des fêtes. Un petit 2 semaines, c'était fait. Ah, puis, OK. Pas trop assez intensif. C'est ça. J'ai fait ça dans le temps des fêtes. Puis le 21 janvier, j'étais assise dans mon bureau chez PMML. Puis j'étais en poste en train de faire mon stage officiel de courtier. Puis j'avais pas de notariat encore, là, finalement. Comment ça fonctionne? Tu avais un courtier affilié? Tu étais dans une équipe? J'étais dans une équipe à ce moment-là. Okay. Oui, j'ai été dans une équipe pendant 2 ans.
J'ai commencé, comme tout le monde, à faire de la prospection téléphonique pendant quelques mois. Puis ça a quand même déboulé pas mal plus vite que je pensais à ce moment-là. Puis, parce que ça, on parle de 2021. Ouais. C'est ça. Fait que là, c'était quand même... c'était la pandémie, mais en tant que tel, il y avait beaucoup... c'était un peu le début du petit boom immobilier là, aussi qu'on a connu. Puis il y avait beaucoup de brouhaha. Là, on ferme tout, on rouvre tout. On est encore du côté dans les taux très bas à ce moment-là, ce qui donne une chance aussi. Fait c'est plus en 2023 là, que ça l'a remonté. Là. Les refinancements, ils étaient encore à leur meilleur. Là. 2021, les gens voulaient se mettre liquide beaucoup. Il y avait des opportunités sur le marché aussi. Fait que ça a été quand même une grosse année. Cette année-là. Fait que ça fait 5 ans maintenant, finalement, que je suis revenue de ce côté-là. Puis, là, j'ai vraiment poussé les deux volets en même temps, là, autant le courtage au niveau des opérations que l'investissement immobilier depuis. Là. Puis, dans le courtage, dans le fond, on s'entend chez PMML, il n'y a pas de résidentiel, unifamilial, c'est vraiment du commercial, bureau, multi-terrain. Toi, c'est quoi un petit peu plus ta spécialité? Principalement, multilogement à la base. Je pense que c'est vraiment ce pourquoi on est le plus en demande, finalement, parce que, veut pas, les dossiers SCHL, ça a quand même des particularités, puis je pense qu'on se distingue beaucoup à ce niveau-là pour amener une plus-value dans un dossier, mais plus juste ça va... étudier la SCHL, c'est un peu comme les fiscalistes qui étudient la loi là, tout le temps, ça change, mais c'est un peu ça, la SCHL puis les courtiers hypothécaires. Là. Exactement, mais là, tu rajoutes tous les volets aussi, financement commercial, propriétaire-occupant, construction industrielle, fait que je dirais que je touche pas mal à tout. Dans le prêt privé, dans les banques traditionnelles, banques virtuelles aussi. Prêt privé, dans le fond, fait que tu peux... mettons, moi, j'ai un projet X, je recherche du prêt privé, j'ai pas nécessairement de contact auprès de prêteurs. Toi, tu peux m'accompagner là-dedans? Absolument. OK, je savais pas ça. C'est d'autant plus important parce que... on s'entend, prêteur privé, il y en a de toutes les réputations, de tous les types. Puis je pense que chaque projet ou chaque investisseur a peut-être un fit avec un prêteur plus qu'un autre. Puis il y en a qu'on sait qu'il faut faire attention aussi. Au même titre que les banques, dans le fond, vous savez un peu quelle banque, quelle institution a de l'appétit pour tel produit, tel marché. J'imagine, comme tu dis, c'est un peu la même chose avec le prêteur privé. Tu le sais que lui, il a telle réputation, il a tel marché qui est bon, qui est fort. Il y a ça aussi que tu peux aider. Là. Absolument. Puis pour avoir fait des transactions avec des prêteurs privés aussi pour mes projets à moi, mais je pense que ça amène une dimension différente aussi là, de comprendre la mécanique de tout ça, puis les implications, etc. Là. Fait puis dans ta clientèle ou dans les investisseurs, dans ton réseau, est-ce que... parce qu'il y a toujours est-ce que je vais chercher un prêteur privé ou je vais chercher des partenaires, mais j'y dilue mon équité. Par contre, c'est comme moins... Tu dors peut-être mieux la nuit avec des partenaires qu'avec un prêt privé à 15 parce que c'est un peu la course contre la mort. Là, fait que, dans le sens que c'est cash intensif là, quand tu payes du... Fait que qu'est-ce que tu vois le plus? Des partenariats, des prêts privés ou c'est vraiment pas mal ça s'équivaut? Là? Bien, je vois les deux, mais je pense que c'est toujours une question de timeline. À un moment donné, quand tu t'embarques dans un projet un peu atypique qui va te demander d'aller chercher des fonds additionnels, ton timeline, c'est quoi? Ton horizon, c'est quoi? Puis, il faut savoir qu'on va tout le temps se padder un petit peu parce que si tu penses que ton timeline est de 6 mois, il y a de bien des chances que ça finisse à 14-18, là, surtout maintenant. Là, tout est plus long qu'avant. Je pense que c'est surtout basé sur le timeline. On en voit beaucoup aussi dans les petites constructions neuves. Quelqu'un qui construit un 6 logements, un 8 logements. Souvent, quand tu regardes les options, tu vas avoir un petit peu plus de frais avec le prêteur privé, mais pour la paix d'esprit quand même pendant le processus. Puis, est-ce que tu as moins, exemple, je pense, mettons un projet de construction ou même d'optimisation avec des travaux, tu as peut-être moins de lourdeur, de contrôleur de coûts, de tout devoir justifier à chaque étape. Donc, ça, si tu viens gagner en efficacité, en temps, au final, c'est un peu ça que tu dis. Oui, puis d'attendre après tes déboursés aussi. Oui, il y a la lourdeur administrative, il y a les frais qui viennent avec aussi parce que, veux pas, oui, tu as des frais de prêteur privé, mais tu as beaucoup de frais administratifs qui sont liés autour d'un dossier d'amélioration ou de construction, mais aussi l'attente après les déboursés. Si tu travailles avec un bon prêteur qui va te décaisser en 48 heures puis qui va payer les sous-traitants directement, que tu n'auras pas besoin de demander de quittance, etc., bien, c'est sûr que lui, ça le sécurise, toi, ça te sécurise, puis tu cours pas après ta queue tout le long du processus en sortant beaucoup de fonds en attendant qu'ils reviennent finalement. Là. Okay. Puis tu n'as pas de retenue non plus pour la fin de travaux parce qu'ils payent les sous-traitants directement, fait qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Okay. Fait que c'est sûr que chaque type de projet a
sa meilleure option, puis en fonction de l'investisseur, puis des liquidités disponibles aussi. Souvent, tu as de l'équité disponible sur d'autres immeubles que tu peux donner sans problème en garantie à la place de sortir des fonds pour ta construction, parce qu'autrement, si tu fais un dossier SCHL de construction, tu ne seras pas long que tu vas avoir sorti 30 % de ton coût de projet avant qu'il y ait de l'argent qui revienne. Fait qu'il y a toujours ça qui est à regarder aussi. OK. Puis là, justement, toi, tu parlais qu'à titre d'investisseuse ou d'investisseur, là, je ne sais jamais c'est quel le bon terme. Dis-moi le nom, c'est quoi? Prends investisseur, ça va être correct. Je prends courtier aussi et non courtière, là, fait que ça dépend. Parfait, t'es pas offensé, c'est bon. Non. Donc, toi, tu utilises le prêt privé, tout ça. Mais tu sais, toi, comme là, tu as acheté un 5 logements en 2021 à peu près. Ouais. C'est quoi un petit peu ton... maintenant, aujourd'hui, là, parce que je vois tes stories passer, dans les travaux, tout ça, je me dis, mon Dieu, c'est quoi ces projets-là? Là, fait que c'est quoi un petit peu tu dirais ton type d'investisseur à date d'aujourd'hui, puis ton modèle d'affaires en général, dans l'investissement? J'ai de la misère à donner un type d'investisseur parce que mon type d'investisseur, ce serait plutôt opportuniste, je pense. Dans le fond, tu y vas selon les opportunités c'est un... Oui, okay, je comprends. À savoir si le feeling est bon ou pas. Ouais, si tu as un méchant bon deal dans un 6 logements usagés, tu vas y aller. En même temps, si tu as un méchant bon terrain, tu vas y aller aussi. J'ai commencé avec un 5 logements clé en main, que j'avais rien à faire, que j'ai financé SCHL à l'acquisition. Puis c'était bien correct à ce moment-là. Mais après ça, disons, dans les 2 dernières années où j'ai été plus active, j'ai acheté 2 6 logements en très mauvais état qu'on a refait. C'était la construction neuve. C'est ça, que c'était quasiment de la construction neuve, faire du neuf avec du vieux, finalement. Puis se buter à plein de surprises, puis à plein de choses qui n'étaient pas prévues au départ, mais ça, j'aime ça. Semi-commercial avec du court terme, du commercial retail dedans aussi. T'aimes ça compliqué un peu. J'aime ça compliqué. Puis là, on a reconverti des unités, on a cancellé le commercial, on a refait du court terme là-dedans. Puis là, récemment, j'ai acheté une bâtisse commerciale bureau, 30 000 pieds carrés, à projet aussi pour plus tard. Mais là, pour le moment, clé en main, mais projet à long terme. C'est loué? Il y a combien de locataires? C'est quoi un petit peu? La structure est un petit peu plus complexe. Là. J'ai 7 locataires, incluant la Ville de Québec. Okay. Puis, j'ai aussi la gestion de l'OBNL de la Ville de Québec qui reloue à des artistes. Oui, c'est tous des bons locataires de la technologie, principalement. Puis, la Ville de Québec qui sous-loue à des artistes. Là, c'est des ateliers d'artistes. C'est le réacteur central créatif. Okay. Puis, on a aussi la gestion de l'OBNL, dans le fond, pour la sous-location. Fait que j'ai 7 locataires, mais au final, j'ai 55 ententes de location là, parce que il y a la sous-location là-dedans. Mais ça, c'est un bel immeuble à projet à long terme au centre-ville de Québec. On a du terrain adjacent pour construire éventuellement. Il y aura peut-être une reconversion aussi dans une portion de l'immeuble parce que c'est comme en 2 bâtisses présentement. Okay. Fait que ça, pour dans 5 ans plus, possiblement qu'on fera quelque chose avec ça, mais pour le moment, c'est bien occupé. Puis là, le petit dernier de la semaine passée, là, c'est un hôtel sur la Grande Allée à Québec. Fait que un projet de court terme aussi. Ça commence à être populaire, là, les hôtels. Tu sais, pas les gros hôtels traditionnels, mais tu sais, les petits hôtels de 14-15 chambres. Parle-nous un petit peu de ce projet-là. Ce projet, ça fait là 2 ans que j'ai du court terme un petit peu. J'ai commencé à 3 unités. Là, on vient d'en faire 6 nouveaux. Fait qu'on avait 9 unités à Limoilou. Ça va très bien. Justement parce qu'on s'attaque à une clientèle qui est aussi en augmentation là, au niveau du tourisme à Québec. Puis on l'a vu dans la dernière année, tes chiffres sont miraculeux, mais les prix des hôtels sont aussi assez importants. Puis là, j'ai... C'est la nouvelle, c'est un peu la compétition à l'hôtel traditionnel. Là, qui est... Là, sur Grande Allée, c'est vraiment de la compétition à l'hôtel traditionnel. Tu es sur les plateformes de location court terme, oui, les Airbnb, les Expedia, tout ça, mais aussi sur tous ceux qui cherchent un hôtel, les bookings, Expedia, vraiment une compétition directe aux hôtels, mais c'est un hôtel autonome. Fait que c'est un hôtel qui n'a pas de staff sur place, mais c'est donné en gestion à 100%. C'est ça que j'allais te demander, gérer ça comment? Parce que moi, je trouve que c'est ça le défi dans le court terme. T'sais, nous, on fait de la gestion, mais pas du court terme. Puis je me dis, Colin, ceux qui font de la gestion court terme, c'est quand même tout un défi. Là, c'est quand même une gestion plus intensive. Donc, vous donnez ça à une compagnie vraiment qui est spécialisée là-dedans. Là. Donner à une compagnie de gestion. Fait qu'au niveau des opérations, on ne gère pas, mais eux gèrent vraiment de façon quand même hôtelière, là, si on veut, là, avec des femmes de ménage puis gouvernantes qui vont repasser après les ménages pour s'assurer que tout est parfait et tout. Puis, c'est toujours propre.
quand même une petite cuisine commune dans tu l'immeuble. la compagnie avec qui tu travailles si tu veux Non, qu'on les pas bloque? encore, Non, parce ok, qu'on n'est pas... disons qu'on est en opération de démolition en ce moment, puis on est encore en train de se positionner par rapport à ça. Ben, mais non, là, en ce moment, c'est un bon chantier. OK. Ouais. Mon chum est allé mettre le pied dans l'auto-nivelant hier soir quand il a essayé de rentrer. Là, il ne savait pas que ça avait été coulé là. Fait que, je te dirais que c'est assez chaotique présentement, mais ça, c'est la portion que j'aime. Oui, c'est ça que je commence à voir là, quand je te regarde aller. Puis je pense que parlant de court terme, tu as aussi acheté un chalet là, récemment. Là. Chalet locatif aussi. Comment tu trouves ça de cette expérience-là de chalet locatif? C'est un investissement souvent qu'on utilise aussi pour nous-mêmes. Là, fait que c'est comme récréatif en même temps d'être financier. Ça, c'est vraiment comme plus un investissement personnel pour profiter. Un chalet autour d'un lac, cet été, on a un quai, on va avoir un bateau. C'est vraiment pour en profiter parce que là, je suis aussi en mode profiter. Là. Ça fait quand même partie ça fait partie du tout. Il faut profiter aussi. Fait que le but d'une prochaine année, ça va être de plus profiter. Mais le chalet, c'est là pour ça. Puis, on va être en compétition parce que nous, on en a un aussi au lac Sept-Îles, mais on n'est pas directement sur le lac. Mais en tout cas. Moi, je suis de l'autre bord de la rue. Fait que lac Sept-Îles, l'autre bord de la rue. C'est un peu comme nous autres, là, avec un quai qui est là. Fait qu'on va se croiser sur le lac finalement. Peut-être. J'ai pas encore de bateau trop, là, mais on a un petit chaloupe pour les locataires, là, mais en tout cas. Mais je suis en train de magasiner le bateau, puis ça, je trouve ça le fun aussi parce que je l'ai acheté familialement. Fait que je gère pas les locataires, je gère pas la femme de ménage, mais l'administratif, je le prends en charge quand même. Là. C'est sûr que c'est comme tout investissement. Là. Ça requiert de l'énergie, puis ça requiert de la mise à jour, puis on a remis ça beau aussi, puis il y a des travaux de fait, il y a d'autres travaux à venir, mais ça reste qu'au moins, ça se paye quand on y va pas. Puis pour moi, c'est ça qui est important parce que j'achetais pas un chalet au détriment d'aller en voyage ou au détriment de faire d'autres choses. Tu te sentiras pas mal. Mettons que tu y vas pas pendant un an. Tu te sentiras pas mal. Il faudrait que j'aille au chalet parce que là, ça fait longtemps qu'on est allé. C'est un actif qui roule. Puis moi, je pacterai pas ma vie à tous les vendredis pour revenir les dimanches soirs puis passer la semaine dans le lavage de la fin de semaine parce que j'étais partie à toutes les fins de semaine. Puis je veux pas me sentir mal de pas le faire. Puis là, je pense que c'est le compromis parfait finalement. Ben oui. Puis par contre, la location dans le chalet locatif, dans les dernières années, je pense qu'il s'est créé beaucoup d'offres. Tu sais, la pandémie, là, je ne sais pas si tu te souviens, là, mais nous autres, on louait des fois du monde qui venait en télétravail, tout ça, on ne voit plus vraiment ça. C'est ce genre de location-là. Fait que, toi, ça se loue bien? Bien, la location de ce volet-là, court terme, chalet, j'en ai pas beaucoup d'expérience parce que j'ai acheté au début décembre. Là, fait que là, on a comme 3 mois de fête, mais on a été loué à toutes les fins de semaine pendant 12 semaines. OK. C'est très, très fait bon. Que moi, j'étais allée au jour de l'an parce qu'on avait bloqué 2 jours. Puis j'ai retourné en fin de semaine passée parce que toutes les autres fins de semaine étaient louées. Okay. Fait que pour ça, à date, nous autres, ça va bien. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais à la base, c'est un investissement personnel, fait que ça me dérange moins. Mais à date, on est loué pas mal tout le temps. Fait que pour ça, puis on a de la demande là, pour cet été. On a refusé un mois de location là, parce que je veux pas, au mois de mars, décider de ce que je vais faire cet été. Ouais, des fois, tu veux te garder un petit peu de temps pour y aller toi-même. Ouais. Parfait. Fait que, écoute, courtage hypothécaire, investissement, là, tu sais, t'as quand même... qu'est-ce qui t'attend là, dans les prochaines années, dans les 5-10 prochaines années? Là, tu te vois où? J'ai la misère à répondre à cette question-là parce que je t'ai dit tantôt, je suis une opportuniste. Fait que ça va dépendre des opportunités qui vont arriver. Je te pose la question, puis moi-même, je ne sais pas si je serais capable de te répondre, mais bon, quand même, ça ouvre la discussion. Ça ouvre la discussion. Je ne sais pas où les opportunités vont m'amener. Moi, je pense que dans la vie, on est à une poignée de main que finalement, on s'en est par là, puis finalement, on s'en va par là. Ceci étant dit, j'aime vraiment ce que je fais en ce moment, puis autant les deux volets, autant le courtage que l'investissement. Je pense pas que j'aurais autant de fun dans le courtage si je faisais pas l'investissement en même temps parce qu'il me manquerait vraiment quelque chose. Je suis une fille de projet, fait que j'aime ça pousser dans créer de la valeur dans les projets des autres, mais il faut que je crée de la valeur dans mes projets aussi en même temps. Puis autant que si j'avais pas le courtage, bien, probablement que je ferais pas l'immobilier non plus parce que là, c'est le sweet spot entre avoir une machine qui génère du cash flow puis pouvoir avoir... Entreprise opérante plus investissement, moi, c'est exactement la même chose. Là. Fait que les deux vont ensemble. Par contre, je l'ai dit tantôt, je pense que c'est important de profiter là-dedans. Fait que là, j'essaye de manager tout ça le mieux possible. Mais moi, je suis à 100% tout le temps. Il n'y a pas de demi-mesure. Fait que quand je fais quelque chose, je fais tout en même temps. Puis tout le monde dit comment tu arrives à faire tous ces projets-là pendant que tu travailles le courtage. Ben, je pense que c'est justement parce que je suis capable de faire 4 choses en même temps. Comment ça marche au niveau, c'est ça,
As-tu comme des courtiers avec toi, J'ai adjoints? pas- Es-tu plus solo? Comment J'ai ça? pas de D'équipe en tant que telle. Ben, j'ai 3 adjointes / analystes. J'en ai une qui a son titre de courtier aussi, fait qu'elle est OK. quand même assez complète pour me supporter là-dedans. J'ai une adjointe en or qui littéralement est quasiment directrice là, parce qu'elle m'assiste autant dans le courtage à monter des dossiers de financement que dans toute la tenue de livre des 13 compagnies en ce moment, puis à gérer les paiements, puis tout ça. Fait qu'elle est vraiment Ça repose multitasker. beaucoup Puis c'est sur ma ces cousine. gens-là. OK, OK? ah, Fait ben que ça, là, c'est bon, ça. c'est comme, on a le meilleur des mondes. Là. Puis là, j'ai engagé ma mère aussi dans le dernier mois. Fait que Ça, c'est les meilleurs employés que tu peux ouais, avoir, c'est les fait gens autour que de ta ma famille. mère est en support à ma cousine dans tout ça. Fait que là, les 3 sont au bureau. J'ai José qui est là depuis 2 ans. J'ai ma cousine, ma mère. Fait que là, je suis quand même super bien entourée de personnes qui ont la business à cœur aussi, puis qui veulent que Absolument. tout fonctionne. Là. Je pense que c'est ça la clé de s'entourer de bonnes personnes. Puis, tu sais, dans côté investissement, c'est la même affaire aussi. Là. J'ai un C'est 5 ça. logements C'est quoi ton tout modèle seul, mais par rapport à ça? T'as des partenaires, dans le fond? j'ai des partenaires dans tous les projets parce que je pense que c'est important d'avoir du fun dans ce qu'on fait, puis j'ai de la misère à avoir du fun tout seul. Absolument, ça c'est clair. Tu as une idée, tu veux jaser, de brainstormer ensemble, d'aller. D'utiliser les forces d'utiliser les forces de les tout le tiennes monde. puis les autres, là, Ouais. c'est important. Là, J'ai un de mes partenaires depuis un bon moment qui est entrepreneur général, qui a comme géré vraiment tous nos travaux en cours présentement. Puis dans l'hôtel, il n'est pas dans le deal, mais c'est lui qui fait les travaux pareil, tu sais. Parce que j'ai confiance à 100%. Je sais que ça va être géré comme si c'était son projet parce qu'on finit par savoir comment que les gens travaillent aussi. Puis, tu sais, la confiance est importante, puis d'avoir du fun dans ce qu'on fait. Moi, la journée où j'ai plus de fun dans ce que je fais, autant d'un bord que de l'autre, j'arrête, là. Faut que j'aime ça. C'est important. Absolument, absolument. Fait que, écoute, là, maintenant, tu es aussi là pour Oui. être une espèce de chroniqueuse courtage hypothécaire. Ouais. Donc, là, on va passer un peu au volet mise à jour du financement hypothécaire. Tu sais, toi, tu es là-dedans dans le day-to-day. Justement, tu disais que tu ne ferais pas d'immobilier sans faire de courtage aussi parce que ton volet courtage hypothécaire, ça t'aide dans ton volet investissement parce que c'est ce qui fait que tu es à l'affût. Tu vois des dossiers, tu as des collègues aussi chez PMML, vous faites plein de rencontres, vous parlez des cas. Fait que tu vois vraiment en temps réel les changements, les mouvements dans un marché hypothécaire qui, justement, qui comporte beaucoup de changements. Tu sais. Fait que, en date d'aujourd'hui, tu peux-tu nous dire un petit peu là, c'est quoi les principaux enjeux que tu vois et que vous voyez chez PMML là, au niveau du financement en général? Oui, bien, les principaux enjeux, je pense que ce qui touche tout le monde en ce moment, il y a les fameux délais. Là, on en parle tout le temps, les délais, on en a toujours parlé, mais là, en ce moment. Au niveau des institutions financières. Au niveau des surtout. institutions financières. Pas au niveau de la SCHL, ça va bien. Ça a l'air d'aller quand même smooth, toi, du côté de la SCHL. Du côté de la SCHL, les délais sont vraiment améliorés. Présentement, ça va bien, mais c'est vraiment de la lourdeur au niveau des délais bancaires. En ce moment, je pense que 2026 a commencé comme ça, puis on ne voit pas comment que ça va s'améliorer là, à court terme parce que ça a vraiment quadruplé. Là. C'est assez extrême. Fait que ça touche tout le monde, ça touche les projets, ça touche les acquisitions en cours. On s'en sort pas. Là. C'est quoi, c'est le son de cloche des banquiers? C'est la main-d'œuvre? On a trop de dossiers? C'est une question d'appétit. On ne se cachera pas que la majorité des transactions fait partie des petits dossiers, puis c'est pas parce qu'on dénigre les petits dossiers, mais en bas d'1,5 million, là, c'est des prêts qui sont très difficiles à placer présentement. Il y a 2 ans, c'était tout le contraire. Tu avais l'appétit des prêteurs, tu avais des prêteurs qui étaient là, qui aimaient ça, ces dossiers-là, des 5-6 logements, ça passait quasiment fast-track. Tu avais des meilleures conditions que le reste des prêts parce que tu avais des prêteurs qui offraient comme quasiment une hybride entre du résidentiel puis du commercial. C'était une souscription qui était plus simple. Là, maintenant, en bas d'1,5 million, là, il y a moins d'appétit. L'appétit n'est pas là. Okay. Tu as des prêteurs qui ont complètement fermé les valves, puis tu en as d'autres que, en mettant des conditions de financement vraiment pas avantageuses, veux pas, les valves se ferment toutes seules aussi. Mais on n'a plus beaucoup de compétition de prêteurs à ce niveau-là, fait que ça engorge ceux qui ont des conditions intéressantes, littéralement. Okay. Fait que ça devient plus difficile. Puis sinon, entre le 1,5 et 3, on a aussi un manque d'intérêt puis d'appétit des prêteurs pour ça. Fait que en bas d'1,5, c'est très limité. Entre 1,5 et 3, les conditions sont moins favorables. Puis à partir de 3, c'est plus facile. Fait que veux pas, les petits dossiers, ils payent le prix en ce moment. Puis quand tu as un créancier qui a des grosses parts de marché, comme Desjardins qui coupe
pas mal les valves au niveau du financement immobilier aussi parce que l'enveloppe rapetisse puis qu'ils ont moins d'intérêt pour ce type d'actifs-là, ben les gens, il faut qu'ils se retournent ailleurs. Puis ce qui est merveilleux pour nous autres parce que veut pas, on est plus sollicités parce que les gens ont des besoins. Là, puis les relations à long terme chez Desjardins, ben là, en ce moment, ils se retrouvent, bon, ben comment je fais pour travailler avec d'autres prêteurs? Tu dirais-tu que ça augmente la barrière à l'entrée pour des nouveaux investisseurs qui n'ont pas encore acheté? T'sais? Parce que ils vont commencer souvent avec des plus petits dossiers, justement. Quand tu n'as pas de relation encore dans les... Ben, en fait, c'est qu'on en a encore des super bonnes conditions, mais les prêteurs sont tellement limités que c'est très long. Fait que est-ce que ça ajoute des barrières? Il faut juste être plus patient, le marché change, mais ça ne vient pas nécessairement enlever des acheteurs. Oui, c'est ça. Puis quand tu travailles avec des professionnels, tu as un courtier immobilier qui connaît le marché, puis souvent, c'est que c'est l'autre partie, là. C'est le courtier de l'autre partie qui comprend peut-être moins, là. Surtout dans des plus petits plex, les 5-6 logements, parce que tu as beaucoup de courtiers qui font autant du résidentiel que du commercial qui sont dans cette gamme-là. Ouais. Mais ça demande plus de compréhension, puis ça demande plus d'accompagnement, puis il faut expliquer beaucoup plus parce qu'il y a des vendeurs qui ne comprennent pas là, que ce soit long comme ça. Là. Fait que ça, je te le confirme, je le vis aussi de mon côté. Là. Pourquoi c'est... Qu'est-ce qui se passe, tout ça? Ben non, c'est un autre 4-5 semaines pour l'approbation finale ou même si on a eu l'attestation, etc. Fait que ça, c'est ce qui nous touche principalement présentement. Puis l'appétit des prêteurs. Veut pas, un va pas sans l'autre. Est-ce que la SCHL, c'est un petit peu la même chose? Parce que moi, on aurait dit que j'ai l'impression avec nos dossiers et des discussions que j'ai avec différentes personnes dans l'immobilier, c'est que là, même la SCHL, ils vont se trouver un petit prétexte pour vouloir te ralentir, croissance trop élevée ou toutes sortes de raisons pour venir un peu comme calmer le jeu. Parce qu'en même temps, la SCHL, ils assurent quasiment tous les prêts là, dans le multi. Là, ben, dans les dernières années, tout ce qui est croissance trop rapide, c'est compliqué. Prise de valeur très rapide des immeubles aussi. Ça va un peu ensemble, j'imagine. Ça va ensemble. Ça, tu le vois aussi. Ça, on le voit. Prise de valeur trop rapide, on se fait beaucoup challenger là-dessus. Fait que si tu as acheté un immeuble il y a 6 mois puis tu as créé de la valeur dans les 6 derniers mois, pense pas que ça va être walk in the park de sortir tes billes de là à court terme. Pour un même dossier, mais tu sais, parce que nous, mettons, on a commencé à se faire dire ah, ben là, vous avez acheté tant d'immeubles dans les dernières années, vous avez une croissance trop élevée. Là, je suis comme, OK. T'sais, même si on leur finance à 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, là, on fait quoi? T'sais, parce qu'en plus, nous, on est des partenaires un peu partout. Là, fait que on n'est jamais à 100% propriétaire des immeubles. Fait que c'est un peu ça le point que je fais valoir. Là. L'autre qui a... le partenaire qui a 50%, mettons. Puis il y a le ratio de couverture de dette aussi, parce que souvent, ceux qui ont eu une grosse croissance dans les dernières années, bien, ont utilisé l'APH Select beaucoup. Ça sont quand même leveragés pas mal en termes de ratio pré-valeur puis de ratio de couverture de dette. Fait que là, si la couverture de dette globale ne fait plus de sens puis ne respecte plus trop les critères de la SCHL, bien là, on a un problème aussi. Puis là, il faut savoir que nous autres, on calcule un certain ratio de couverture de dette, mais la prime SCHL, elle s'ajoute en arrière de tout ça quand même sur la dette. Fait que finalement, ben, le ratio de parc est quand même, même affecté. Là. Fait que c'est très... ça porte à interprétation beaucoup. Faut que ce soit détaillé. Faut que, globalement, ça fasse du sens. Puis, on n'arrête pas de le dire, mais cash is king. Là. Fait que t'es liquide, t'auras pas de problème à la SCHL refinancer un immeuble. Parce que... mais si t'es pas liquide, puis que... Liquide, ça veut dire quoi? Cash dans le compte de banque? Liquidité facilement accessible, là, capacité de réinjection, placement, l'argent facilement accessible. Chose que les investisseurs souvent n'ont pas parce qu'ils réinvestissent tout le temps dans l'immeuble. Là, exactement. Fait que la situation globale, finalement, des cautions en arrière, là, va y être pour beaucoup. Là. Si la liquidité est là, l'équité est là, que les ratios sont super bons, que tout est beau, ça va être beaucoup plus facile que quelqu'un qui est quand même stretché pas mal dans ses liquidités. C'est une question de mitiger le risque, puis ça fait du sens aussi parce qu'on en a vu des histoires là, il y a 4-5 ans, là, il y a même 6-7 ans, là, quand c'était vraiment facile là, de refinancer puis de racheter, puis t'achetais, puis tu refinançais tout de suite beaucoup plus élevé. Mais là, il y a quand même un certain... Ça reste que c'est gouvernemental. Hein? Fait que eux autres, ils disent, nous, on n'est pas là pour enrichir les propriétaires immobiliers. On ne veut pas encourager la spéculation immobilière, tout ça. Puis c'est compréhensible en même temps de notre part. C'est juste que là, nous autres, on est comme, mais nous, on fait des projets. En tout cas. Puis là, tu as toutes les règles qui viennent changer aussi en cours de route. Là, on sait déjà que les changements en septembre au niveau de l'efficacité énergétique pour les immeubles neufs. Oui, c'est ça. Okay. Fait qu'on en a vu dans les dernières années, il y en a eu plein de changements. Tu as l'APH Select qui est arrivé.
février. Là, Il y a tout le temps le mois de juin, on dirait T'as qu'il tout le temps le place mois des de juin changements. qui place des changements, puis des changements qui ne sont pas toujours faciles à gérer non plus. Tu sais, quand ils nous ont réduit les points d'APH Select pour l'efficacité énergétique, avant, on pouvait aller à 100 points juste avec l'efficacité énergétique, ça a diminué à 50. Pour le même effort, on a 50 points maintenant au lieu de 100. Là, exactement. Ça a fait quand même mal à des projets. Pour la plupart. Là, l'année dernière, les derniers changements qu'on a eu l'année dernière, c'était la hausse des primes. C'était quand même. Fait une méchante... Quand tu regardes ça, ça fait une méchante différence. Là, parce que c'est ajouté sur ton prêt. C'est ajouté sur ton prêt. Fait que justement, ton ratio de couverture, là, tu le startes. Puis... Parce que quand ton ratio à 1.1, lui, il est calculé avant la prime. Avant la prime. Donc, tu rajoutes la prime, tu tombes à 1. Là, c'est ce qui fait. C'est un changement que, globalement, tu regardes le chiffre de la prime, ça fait peur. Il y en a plusieurs qui ne l'ont pas nécessairement vu passer parce qu'ils ne se sont pas nécessairement attardés à ce montant-là. Puis ça ne venait pas faire diminuer le montant de financement. Tu sais, ton montant de financement reste le même, mais ça vient s'ajouter par après. C'est moins tangible un peu. Mais quand tu calcules ça, tu vois que dans certains cas, ça prend jusqu'à 7 ans pour payer ta prime. Ce qui veut dire que tu startes ton hypothèque aujourd'hui, là, tu commences à faire tes paiements. Là. Mais dans 7 ans, tu vas finir de payer la prime. Fait que tu n'auras rien payé de ton capital encore. Tu vas juste avoir payé ta prime pendant 7 ans. Ouais. Ça a un impact aussi à long terme. Tu sais, tu vas arriver à la fin de ton terme dans 5 ans. Toi, à l'avant, tu refinançais. Là, il va falloir que tu aies créé de la valeur beaucoup pour pouvoir avoir refinancé dans 5 ans. Ça, j'allais dire, faut plus... Tu sais, des fois, j'ai des partenaires, etc., qui me disent « Ah, mais là, on ne capitalise pas beaucoup. » Je suis comme... T'as raison, mais il ne faut plus focusser sur la capitalisation. Ça devient quasiment illusoire parce que, comme tu dis, là, ça prend 7 ans avant de capitaliser, mettons, ta prime SCHL. Fait que, il faut vraiment miser sur la prise de valeur. Sa prise de valeur. Si tu doubles la valeur de l'immeuble, bon, ben, on s'en fout un peu là, que ta prime, elle prend 7 ans à repayer d'une certaine manière, mais il faut que tu trouves le projet qui va te laisser le jeu de créer ta valeur, puis ça, c'est un autre défi. Là. Exactement. Puis là, on s'en va vers un changement on a su quand même très longtemps d'avance. Là, au 30 septembre, les normes d'efficacité énergétique changent encore une fois, mais pour les immeubles neufs. Avant, on était basé sur le code, selon la partie 3 ou la partie 9 du code, les plus petits bâtiments ou les plus gros bâtiments, on était basé soit sur le code de 2015, soit sur le code de 2017. Là, non seulement on tombe sur le code de 2020, qui a déjà des exigences supérieures que les codes précédents en termes principalement d'étanchéité, puis d'isolation des bâtiments. Fait qu'on vient augmenter ce niveau-là, mais en plus, les pourcentages changent. Okay. Fait que pour aller chercher la totale de nos points, c'était 40 %. Là, on passe à 60 puis à 70 selon si on est dans partie 3 ou dans partie 9 du code. Ça, c'est septembre? 30 septembre. Tout ce qui est soumis. OK. Après le 30 septembre, à partir du 30 septembre. Fait que on a une augmentation des normes requises pour aller chercher ces points-là, parce que ce qu'on faisait avant qu'on allait chercher nos 50 points, bien là, il est ramené. Là, on va chercher nos 20 points là, avec ces exigences-là. Le but de la SCHL, c'est-tu de se désexposer un peu au neuf? On a déjà entendu ça un peu. Je pense qu'encore une fois, oui, le neuf, mais ils veulent vraiment de l'abordabilité d'un projet. Puis c'est ce qu'ils pensaient faire en mettant de l'APH Select sur le marché au départ. Là, ils se sont tournés puis on faisait 100% des points, là, finalement, en efficacité énergétique. On ne faisait pas d'abordabilité. Ils ont diminué ça, mais le monde ne font encore pas vraiment d'abordabilité. Donc, je pense qu'un des buts, c'est d'intégrer de l'abordabilité. Puis, sur les gros bâtiments, ça va rester quand même plus facile d'atteindre, entre guillemets, que ce que ça le devient sur les petits. Mais ça va demander un investissement supplémentaire. Tu sais, un petit bâtiment, on parle d'un 5 000 $ par logement à peu près là, pour aller chercher tes points complets versus si tu le fais pas puis tu te bases sur le code standard. Pour un gros bâtiment, ça peut aller jusqu'à 6 000 selon les consultants en efficacité énergétique qui ont étudié la situation là, en fonction des dossiers actifs. Là. Mais c'est sûr que ça va avoir un impact. Mais il faut pas négliger non plus la baisse de dépenses qui vient avec ça. Parce qu'à la base, si tu regardes sur les gros bâtiments... un immeuble plus performant énergétiquement, c'est ça, plus performant. Parce que si tu prends un gros bâtiment, que la plupart des dépenses sont à la charge des propriétaires, tu vas aller avec des systèmes centraux. Si tu améliores ta mécanique du bâtiment, tu rends ton immeuble vraiment plus performant, ben veux pas ta dépense d'opération va diminuer. Au jour zéro, quand tu veux qualifier le dossier, c'est dur quand même à mettre un chiffre. Parce que tu vas normaliser les dépenses parce que c'est pas existant. Fait que là, c'est l'évaluateur, il y a les normes de la SCHL. Exact. Mais tu peux profiter de cette économie-là au jour zéro quand tu qualifies le dossier? C'est un peu difficile. Tu vas en profiter au jour zéro parce que si ta dépense est bien chiffrée, là, bien entendu, puis ton économie à ce niveau-là, mais veux pas ton économie d'énergie future va se refléter directement dans ton proforma aussi.
Fait que oui, tu sais, ça va te coûter un peu plus cher de mettre tes systèmes en place, mais ça va te permettre d'aller chercher tes Mais paliers. c'est qui vient dire, OK, ta dépense d'énergie, mettons, elle va être de temps versus de temps? C'est-tu comme le consultant énergétique qui fait ton rapport Puis d'efficacité la personne qui énergétique? te met les systèmes en place aussi, parce OK. que, tu sais, les systèmes mécaniques maintenant, tu en as plein là, qui arrivent avec des choses révolutionnaires, des régénaux, on en a des exemples là, qu'on a vu passer dans les dernières années. Puis le but de mettre ça en place, c'est d'avoir d'avoir des points en Ouais. APH Select, mais à la base, ça vient de l'efficacité énergétique, puis ça vient de la réduction de dépenses. Mhm. Puis ça, c'est tout un travail des professionnels ensemble, de celui qui va t'installer le système avec ton consultant d'efficacité énergétique, avec ton évaluateur, pour qu'il y ait une corrélation aussi entre les métriques qui sont utilisées. Là. Mais ton gain à long terme est supposé être là. Puis plus le propriétaire a des dépenses à sa charge, comme dans les gros bâtiments la plupart du temps, avec des systèmes d'eau chaude centralisée, puis de chauffage centralisé, tout ça, bien là, l'économie, c'est gagnant. Puis tu as des programmes, tu as des subventions d'Hydro-Québec, les programmes hausse, tout ça, pour les 20 logements et plus, qui vont amener des avantages aussi à ce niveau-là. Il y a des subventions à aller chercher. Mais pour ça, je pense qu'il faut s'entourer de gens qui connaissent ce milieu-là, puis des professionnels qui vont être capables de conseiller, parce que c'est pas juste le courtier hypothécaire puis l'évaluateur qui vont pouvoir t'aider là-dedans. Là. Ben c'est ça, on dit tout le temps que ça se complexifie tout le temps c'est une autre preuve de ça. Là. Fait que, le programme APH Select, là, c'est un peu ça les changements qu'on connaît en date d'aujourd'hui, là, que tu peux comme annoncer, si on veut, là, qu'on a un peu la certitude. Le programme APH Select, il s'en va où? Parce qu'il y a beaucoup changé là, dans les. Dans le fond, c'est beaucoup. Dans le fond, il y a des restrictions, complexifiées. Ouais. Dans le sens, je sais pas c'est quoi le mot, mais à chaque année, il se restreint un peu. Là. Il se restreint. Fait que, est-ce que tu le vois disparaître ou juste j'ai vraiment changé puis peut-être justement devenir un petit peu plus. Disparaître. Disparaître, non, mais il devient la norme. On s'entend, C'est là, ça, okay. tout ce qui était. Ça devient juste la norme, Du finalement. standard, t'en vois-tu un peu? Peut-être dans les immeubles de 5-6 logements, mais sinon pas bien, j'imagine. On en voit SHL encore. standard, là, je veux dire. Là. On en voit encore. Okay. J'en fais encore. Même dans des plus gros projets. Là, Oui, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. La norme est rendue à l'APH Select. Est-ce qu'il va disparaître? Disparaître, non, parce que là, tu enlèverais les mesures d'incitation à faire de l'abordabilité, de l'efficacité énergétique puis de l'accessibilité. Je pense que non, mais d'arriver avec plus de contraintes encore. Ça, certainement. Certainement, parce que l'APH est arrivé à un moment où je pense que le marché en avait besoin. On est tous conscients qu'on avait besoin de la bouée de sauvetage. Ils ont littéralement doublé les amortissements de 30 à 50 ans. Si ça se produit pas, le marché, il crash, puis on n'a pas la progression de valeur qu'on connaît depuis 5 ans. Est-ce que le 50 ans va rester? On ne sait pas, mais là, ils l'ont maintenant mis la norme pour le neuf, même pas d'APH. Fait qu'on est rendu avec un immeuble neuf, on le finance CHL, on est à 50 ans. Encore là, c'est dans le neuf, neuf, ça fait du mais sens. même l'usager est rendu sur 50 ans quand tu vas te chercher tous tes points. Là, on est conscient que ça fait pas tant de sens, mais ça, est-ce que ça va rester? On ne sait pas. Est-ce que le ratio de couverture de dette va rester à 1.1? Parce qu'à 1.1, on s'entend, une fois que tu rajoutes la prime SCHL, on l'a dit tantôt, il n'est pas supposé rester grand-chose à la fin de l'année. Là. Puis dans la normalisation SCHL, en plus, ça ne tient pas compte de certains contrats de service. Fait que là, mettons, ton déneigement, plein de choses comme ça. Fait que là, tu ajoutes ça. Fait que t'es clairement en bas de 1 de ratio de couverture de la dette. Là. Puis on regarde ça, entretien, réparation, là, de 610 là, par unité. Là. Entre toi et moi, là, si tu achètes un immeuble qui est en pas très bonne condition, là, ton 610, tu vas le passer assez vite dans ton année. Hein? Exact. Fait que ça risque d'être plus que ça. Dans le neuf, ça devient vraiment un défi. Dans l'usager, souvent, justement, tu es capable d'avoir une progression des loyers, mais je pense que dans le neuf, là, c'est là que ça va être difficile parce qu'on n'est pas dans un marché où tu augmentes les loyers bien dans le neuf dans les prochaines années, là, je pense. Là. Non, puis si on a moindrement du neuf ou du semi-neuf d'il y a 1 an ou 2, on voit aujourd'hui que c'est... Des fois, c'est au-delà de ne pas avoir d'augmentation, là, des fois, tu te retrouves avec une petite réduction du loyer aussi quand tu veux le louer rapidement. Là. Fait que ça, c'est toutes des choses sur lesquelles qui rend ça un petit peu plus... je peux pas dire que les propriétaires sont insécures, mais ça reste que c'est pas aussi facile que ça a été. Ça demande, oui, de la sophistication. Puis je pense que les projets... surtout les projets de construction neuve, il faut les réfléchir longtemps d'avance. Puis, au final, il faut faire des compromis. Tu as des compromis à faire entre
ce que tu penses que tu vas être capable de louer, comment tu es capable de monter ton financement, comment que tu vas gérer tes dépenses aussi. Puis, on en a parlé, dépenses à la charge des locataires, ça a été super pendant longtemps. Là, on a des propriétaires qui commencent à reprendre les charges de par, justement, on a parlé de l'efficacité énergétique, tout ça. Tu mets des systèmes en place, mais souvent, ça requiert d'être des systèmes centraux pour aller chercher plus de points parce que là, dans le neuf, aller chercher ton 60 puis ton 70 points, là, ça va demander de changer ce qui se fait, ce qui s'est fait. Il faut améliorer tout ça. Puis souvent, les solutions sont dans les systèmes centraux. Les systèmes centraux, c'est ce qui va amener une économie à long terme aussi sur les dépenses. C'est gagnant-gagnant parce que le locataire, il ne paye plus son énergie. Puis toi, en tant que propriétaire, mais tu prends la charge, mais là, tu as un système à côté qui vient te réduire ta charge. Fait que c'est un peu win-win aussi avec les locataires. Est-ce qu'on a atteint le 5 ans de APH Select déjà? On s'enligne pour l'atteindre l'année prochaine. OK. Ça veut dire que les premiers financements APH Select... Il n'y en a pas de terminé encore des termes de 5 ans. OK. Parce que moi, ma question, c'était, bon, là, qu'est-ce qu'on fait des fois après 5 ans de APH Select, qu'on était abordable ou même énergétique? Ça va être comme un défi aussi de refinancer ces immeubles-là. Peut-être que des fois, est-ce que le choix, ça va être de ne pas le refinancer parce que là, tu es comme, ben là, il faudrait que je le mette abordable, il faudrait que j'aille chercher tel effort énergétique, je ne veux pas y aller jusque-là. Je vais juste renouveler. Je sais pas comment tu vois ça. Il y a aussi, pour moi, l'enjeu du programme d'abordabilité là, est le fait qu'on est encore basé sur les données de 2019. En ce moment, c'est pas compliqué. Là. Si on avait eu à chaque année l'indexation du loyer abordable en fonction de la grille de l'année précédente, on n'aurait pas ces problèmes-là en ce moment à la fin des termes. Parce que, veux pas, si tu es à Québec, tu as mis un logement abordable dans le début du programme à 1027 parce qu'à 1027, il rentrait, là, tu as fait des augmentations que tu avais le droit de faire à chaque année. En ce moment, ton loyer est rendu à 1250, mais tu ne peux plus le requalifier comme abordable parce que la limite est encore à 1027. Mais à 1250, en ce moment, tu as respecté ta grille, tu as respecté tes augmentations que tu avais le droit. Il serait encore abordable selon la même logique. Il est abordable selon la SCHL en ce moment parce que tu as respecté ton engagement, mais tu ne peux pas le redésigner comme étant abordable. Si il y a un ménage qui est fait là-dedans et qui s'est remis droit à ce niveau-là, ça va simplifier bien des affaires. En ce moment, ceux qui ont mis des logements à 700$ abordables, veut pas en ce moment, sont encore en bas du 1027. Fait que s'ils veulent se refinancer en abordabilité en ce moment, ils peuvent encore les désigner pour un autre 10 ans, ces logements-là. Fait qu'ils peuvent encore aller chercher des points en abordabilité sur les mêmes logements qu'ils sont allés en chercher avant. Donc, on peut redésigner pendant 10 ans encore. Okay. Puis ça, je l'ai fait dernièrement. Là, on est dessus. Peut-être qu'ils le feront plus éventuellement. Là, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais en ce moment, j'ai requalifié abordable des logements qui avaient été mis abordables il y a 3 ans. Qui n'ont pas dépassé le 1027 en date de maintenant. Qui sont encore en bas du 1027. Ça peut faire moins de 10 ans, là, dans le fond. Exactement. Okay. Moi, j'avais des logements abordables depuis 3 ans. On a refinancé là. On reprend un engagement de 10 ans, puis on est correct. Puis la SHL les accepte, ces logements-là. Fait que ça, c'est quand même une petite porte de sortie. C'est quand même une petite carte à jouer. C'est ça. Puis il y en a qui vont avoir fait juste de l'abordabilité il y a 5 ans avant, puis là, ils vont vouloir faire de l'efficacité énergétique. Là, on va toucher à du bas. Est-ce que l'efficacité énergétique va être encore ce qu'elle est là dans 1 an puis dans 2 ans? Sûrement pas, mais en tout cas, sûrement on peut toucher du bois tant qu'on veut. Pour le moment, on ne touche pas aux immeubles neufs. Puis, à mon avis, il ne faudrait pas toucher aux immeubles neufs parce que si on vient complexifier le volet efficacité énergétique dans les immeubles usagés, je voulais dire, si on vient complexifier ça pour les immeubles usagés, les gens ne les prendront plus, les immeubles usagés, pour les rendre efficaces énergétiquement. Je pense que c'est un besoin en ce moment. Là. On a besoin d'améliorer les bâtiments existants, les vieux bâtiments existants. On a un beau nanan à le faire présentement en tant que propriétaire, là, de faire des travaux d'amélioration dans ces bâtiments-là. Gardons ce nanan-là pour que les propriétaires continuent de le faire. Parce que si tu viens rendre ça plus complexe, comme dans les immeubles neufs en ce moment, les propriétaires ne le font probablement plus. Puis là, les immeubles vont continuer à se détériorer. C'est là qu'il faut miser, je pense, d'un point de vue de la société. Là, c'est d'entretenir puis de rénover le parc existant. Parce que c'est ça qui a été délaissé dans les dernières années, puis notamment avec le TAL, la Régie du logement, qui ne permet pas une grosse récupération de ces travaux-là. Fait que je pense que c'est là qu'il faut miser aussi, parce que le neuf, de toute façon, ce sera pas long qu'il va en avoir trop. Là, Oui, puis là, c'est un petit peu contre-intuitif quand on vient mettre des bâtons dans les roues, justement, dans les prises de valeur trop rapides, comme on parlait tantôt, parce que veut pas, c'est ces optimisateurs-là qui vont créer de la valeur dans le parc existant, qui vont améliorer les logements, ça reste que c'est des logements usagés. Fait que oui,
tu as des locataires qui veulent payer le moins cher possible, mais là, ils se retrouvent avec des logements rénovés. Puis ces logements-là, si tu ne les rénoves pas, ça devient vite très, très désuet. Absolument. Fait qu'il y a quand même un équilibre entre avoir un logement rénové, ça va quand même coûter moins cher qu'avoir un logement neuf, mais tu vas garder des immeubles en pas mal meilleures conditions. Puis en ce moment, c'est les propriétaires, monsieur, madame, tout le monde qui l'entretiennent, ce parc-là. C'est pas le gouvernement, c'est pas la ville, c'est les propriétaires. Fait encourageons les propriétaires à améliorer leur bâtiment. Moi, je pense que la solution est quand même là. Je suis 100% d'accord. Écoute, je peux pas te laisser partir avant de te parler des fameux taux d'intérêt qui en ce moment sont en méga hausse là, par rapport à 2 semaines. Là. On a eu une hausse de 0,40, quasiment 0,50 dans les taux, là, principalement dû à la guerre en Iran, l'essence, tout ça. Toi, c'est quoi ta vision de ça? Ça va, je sais que tu peux pas faire t'as pas de boule de cristal, là, mais parce que normalement, l'économie nous dirait de baisser les taux. Ouais. Mais là, il y a tout ce brouhaha-là géopolitique qui se produit, qui fait que les taux sont élevés, les CMB. Fait que là, on a atteint là, un taux bas depuis longtemps, le 27 février. Là. On s'en 2,90 ou je sais pas. Vraiment en bonne position. Là. Le 27 février, là, c'était le moment là, qu'on se dit, OK, bon, ben, on voit la lumière. Là. On recommençait à avoir des taux de qualification qui faisaient du sens, des prêts qu'on finalisait avec des taux intéressants. Là, depuis le 27 février, là, c'est la débandade. Là, c'est parti en hausse. Puis la semaine passée, on a eu une petite accalmie. Puis là, c'est reparti encore. Puis les montants sont très, très, très importants là, sur les dossiers qui étaient en closing depuis ces dates-là. Là. Moi, j'en ai eu là, près de... On ne parle pas des prêts de 50 millions. Là, on parle d'un prêt, mettons, de 3,5 millions. Là, quand date du 27 février, il n'y avait pas de rachat. Puis la semaine passée, on avait un rachat de 62 000. Tu sais, ta date est très importante dans un court laps de temps. Puis cette volatilité extrême-là à court terme n'est pas normale. Où on s'en va avec ça? On est tout le temps... Ça fait 2 ans qu'on est à une nouvelle économique, que les taux partent d'un bord de l'autre. On est quasiment rendu habitué, c'est quasiment... Oui, on a un président voisin là, qui sort dans les médias puis que finalement, les taux revirent de bord. Le Moyen-Orient nous a fait mal les dernières semaines. Où là, on s'en va avec ça. En ce moment, est-ce qu'on essaie de repousser ça le plus possible en espérant une petite baisse? Qu'est-ce qu'on fait? Mettons qu'on a un gros rachat de taux, ça ne nous tente pas trop. Là. Puis qu'on a du jeu, évidemment, parce que c'est pas tout le temps le cas. Là. Je pense que c'est une question de tolérance au risque. Là. Si tu es prêt à peut-être avoir une haute hausse, puis à closer finalement dans 2 semaines, puis qu'au pire du pire, ça va remonter, mais tu vas peut-être avoir sauvé, c'est une chose. Si tu n'es pas capable d'encaisser la hausse, procède maintenant. Oui, je comprends. Parce qu'on ne peut pas juste se fier sur le fait que ça va redescendre. La semaine passée, ça avait recommencé à descendre un petit peu, puis vois-tu, ça repartit de l'autre bord. Je pense que à fin février, on était dans une position qui faisait du sens en termes du marché dans lequel on est. Fait que, on s'attendait à une stabilité de ça. Là, on ne voyait pas ça changer nécessairement. Puis là, ben, tu as le Moyen-Orient qui est en folie. Puis ça repart de l'autre bord. On s'en va où dans les prochaines semaines, mois? Ça va dépendre de combien de temps ça dure ça. Puis à quel point que ça nous impacte. Parce que là, tu as beaucoup de pays qui sont en problématique au niveau de l'essence. Il manque d'essence. Là. L'insécurité mondiale fait en sorte que ça va se maintenir comme ça jusqu'à ce qu'on voit une lumière. Là. Ça va être intéressant à suivre, ça c'est sûr. Puis on est plugué là-dessus à tous les jours. Puis on suit ça. Jamais autant regarder les nouvelles. Puis c'est pas pour se divertir, là, c'est pour essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer demain matin dans les closings. On fait plein de scénarios, on essaie de prévoir. Puis au final, on n'est pas... finalement, on le sait pas. Là, puis ça va. On fait avec, on n'a pas le choix. Mais restons liquides un peu. Oui, ça, c'est un bon conseil, je pense, si à donner. Si on a des transactions à venir, parce que c'est ça qui va faire la différence entre une transaction qui va fonctionner et une qui ne fonctionnera pas. Good. Bien, merci, Roxane, pour ta présence. On se voit au prochain épisode très prochainement. À bientôt. Merci, salut.